Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien. Paul Misraki. Le tourisme est une pratique qui nous concerne tous ou dont on aimerait tous, du moins qu'elle nous concerne. N'est-ce pas enrichissant d'aller à la rencontre de l'autre, de son histoire et de sa culture? N'est-ce pas agréable de se prélasser à l'ombre d'un mûrier, bercé par le murmure des vagues effleurant la plage? N'est-ce pas grisant de traverser les déserts, les steppes et les pampas comme si l'on était seul au monde? Eh oui, le tourisme a priori n'est que plaisir et enchantement. Il pose pourtant des questions graves à l'heure où l'un de ces hauts lieux, la rive méditerranéenne dans son ensemble, se délite. De la crise, d'abord financière et économique, puis politique, sociale et humanitaire, que connaissent les pays cochons de la zone euro autrement connus sous l'acronyme PIGS, au printemps arabe qui secoua entre autres la Tunisie, la Libye et l'Égypte, en passant par la guerre en Syrie et au mouvement de population qu'elle entraîne, ou encore par les récents attentats en Turquie, celle que Paul Morand avait baptisée la mer des surprises, et bordée de territoires qui, depuis quelques années, offrent plus au regard des paysages cauchemardesques qu'ils n'incarnent les valeurs hédonistiques du tourisme. La Grèce en particulier, aujourd'hui au cœur de l'actualité puisque s'y déroulent les principaux drames de celle que l'on nomme communément, sans doute faute de mieux, la crise des migrants, vit au rythme des grands bouleversements de la région. En première ligne de la crise économique européenne, le pays accueille par ailleurs des centaines de milliers de réfugiés venus pour certains de Syrie et d'Irak ou du Maroc et d'Algérie et pour d'autres de régions plus lointaines, notamment d'Afghanistan ou du Pakistan. Afin de pouvoir demeurer attractif du point de vue touristique, ce pays qui dépend pour une grande part de son économie des revenus du tourisme, selon l'autorité hellénique des statistiques, ELSTAT, ceci représenterait aujourd'hui près de 15% du PIB, doit ainsi de gré ou de force apprendre à faire avec la montée du chômage, la baisse des salaires et des retraites, l'augmentation des charges et des taxes, mais encore avec les programmes de privatisation qui le rendent instable politiquement et socialement. C'est que les mémoranda 1 et 2, et actuellement le 3e, ont en effet transformé le visage de ce pays depuis 2010. Ainsi, aujourd'hui, et en vrac, plus d'un quart de la population active est au chômage, dont presque 2 jeunes sur 3, un tiers des Grecs vit en dessous du seuil de pauvreté. Entre 2009 et 2015, 551 individus ont mis fin à leur jour si l'on en croit leur mot d'adieu, en réponse à la politique d'austérité. Depuis 2010, 200 000 Grecs de moins de 35 ans sont partis vivre à l'étranger si bien qu'on ne compte plus à travers le territoire les demeures laissées à l'abandon. La Grèce doit par ailleurs, à l'heure où les pays limitrophes ferment les uns après les autres leurs frontières et que les pays européens font des chiches promesses d'accueil qu'ils ne tiennent par ailleurs qu'avec parcimonie, composer avec ces milliers de femmes et d'hommes, d'enfants aussi, qui pensent avoir mis le pied en Europe lorsqu'ils atteignent enfin les rives grecques. Les places du centre-ville d'Athènes au port du Pirée, des îles de Lesbos, Chios et Samos au poste frontière d'Idoménie situé à quelques mètres du territoire macédonien, les corps en attente d'un avenir qui persiste à ne pas advenir, littéralement s'entassent dans des conditions sanitaires terribles et ne survivent, pour la plupart qu'avec l'aide de quelques ONG, mais surtout de la population locale qui déjà aux abois apporte régulièrement nourriture, médicaments, vêtements et produits hygiéniques quand elle ne saute pas à elle au secours des naufragés. Pourtant, ce territoire en pleine débâcle voit globalement les chiffres de sa fréquentation touristique augmenter depuis 2010. En 2015, la Grèce a même battu son record avec 26 millions de visiteurs. Ces quantités croissantes de touristes qui affluent chaque été depuis maintenant 8 ans, doivent nous interpeller et nous amener à nous poser des questions de fond sur ce qu'est le tourisme. Pour ce faire, cet ouvrage entend mettre en regard la manière dont les différents acteurs de cette industrie négocient avec la crise, afin de rendre possible une rencontre entre hôtes et autres. En commençant ainsi par les touristes, il montre dans un premier mouvement comment la crise a fait les premiers temps l'objet d'une inquiétude latente. Ceux-ci se demandaient en effet si les émeutes et les manifestations anti-austérité très médiatisées, mais encore si les meutes de réfugiés que l'on nous montrait en train de se trimballer d'un bout à l'autre du pays, fuyant le péril et la misère pour finalement trouver le désœuvrement devant des frontières closes, faisaient de la Grèce une destination dangereuse. Ces craintes, on peut les comprendre aisément.
Le premier chapitre de cet ouvrage se propose d'ailleurs de les expliquer et de montrer comment elles ont évolué depuis le début de la crise économique. Ce qu'il est plus difficile d'accepter, en revanche, et ce qui a provoqué le sentiment d'indignation à l'origine de cet ouvrage, ce sont les stratégies de promoteurs du tourisme qui consistent à faire comme si tout cela n'existait pas. Ce sont ces stratégies, qui seront évoquées dans le deuxième chapitre, qui entendent faire croire aux touristes que les crises s'arrêtent au seuil des monuments historiques et patrimoniaux et cessent aux portes des resorts balnéaires et de leurs plages aux galets fins. Comment peut-on exiger des touristes qu'ils demeurent délibérément aveugles aux drames humains qui se jouent dans les territoires qu'ils visitent? Quelle est cette pratique qui pose aujourd'hui, si l'on suit les professionnels du secteur et la manière dont ils la configurent en offre comme principe de base, l'indifférence la plus totale à l'autre alors même que c'est la rencontre avec cet autre qui en fonde le sens premier? Comment, de notre côté, au titre donc de consommateur, composer avec ces injonctions à l'aveuglement? En tant que touriste, peut-on décemment concilier misère et soleil? Et si la réponse à cette dernière question est non, comment pouvons-nous faire l'expérience d'une destination quand le pays dont elle est le nom vit de plein fouet une crise aux 1000 visages telle qu'elle en défigure les peuples autochtones et en frelatte les paysages récréatifs? Bref, quel sens devons-nous et souhaitons-nous aujourd'hui donner à cette pratique et le tourisme? Cet ouvrage n'entend pas apporter une réponse univoque à ces questions. Il tente seulement de montrer comment le problème se pose, ou finalement ne se pose pas, pour les différents acteurs engagés dans l'activité touristique. Il met en particulier en évidence la manière dont certains acteurs locaux sont parvenus à imaginer et mettre en œuvre ce que j'appelle un tourisme de la cité, comme le montrera le troisième chapitre, et propose finalement, dans un quatrième et dernier temps, de s'inspirer de ce tourisme de la cité pour penser la dimension politique, dans son sens le plus large, de cette rencontre entre l'autre et l'hôte qui donne nécessairement corps, bien qu'il soit provisoire en situation touristique, à un vivre ensemble. Les enjeux de cet ouvrage se situent ainsi à différentes échelles. Il s'agit dans un premier temps, de documenter la manière dont la misère et le désœuvrement se vivent au quotidien en terre de crise, dans l'ordinaire silencieux de cette routine qui ne fait pas événement du point de vue des médias et dès lors ne nous parvient jamais à moins qu'il ne se condense en heurts et en violence. Bref, en clichés médiatiques déjà prêts à penser. Autrement dit, il s'agit de montrer comment, malgré tout, les individus continuent de vivre, de produire, de s'entraider et d'être ensemble dans des situations de délitement intense. Dans ce contexte d'acharnement et d'entêtement en faveur du vouloir vivre, cet ouvrage entend par ailleurs proposer aux touristes que nous sommes de faire un pas de côté et de prendre le temps de se poser la question du sens de notre pratique. Edgar Morin disait que la valeur des vacances, c'est la vacance des valeurs. Un cas comme celui de la Grèce d'aujourd'hui doit nous amener à repenser cette formule magique et à en trouver le chiasme suspect. Cet enjeu est d'autant plus important que la Grèce n'est pas un cas isolé. Il existe certes une histoire singulière de la crise en Grèce. Pour mémoire, c'est au tournant de l'année 2010 que l'économie du pays fut identifiée comme une économie en crise. Cet acte de désignation faisait suite à une annonce du Premier ministre de l'époque, Georges Papandréou, concernant le déficit des comptes publics. Celui-ci n'était pas de 6% du PIB comme annoncé pour l'année 2009, mais bien de 12,7%. Les agences de notation dévaluèrent alors aussitôt la note de la Grèce, affirmant du même coup que le pays était incapable de rembourser ses dettes. Au mois d'avril 2010, le Premier ministre lança ainsi un appel à l'aide communautaire et c'est dans ce cadre que les plans de sauvetage, autrement nommés Memoranda 1, 2 et 3, furent mis en place, que l'État grec racheta les dettes privées des banques, qu'il reçut l'aide européenne et dut en contrepartie reconfigurer entre autres le marché de l'emploi en le flexibilisant, baisse des salaires et abandon des conventions collectives, le dispositif de fiscalité, augmentation des charges, de la TVA et des impôts, mais encore les services de la fonction publique, licenciement et diminution des enveloppes ministérielles allouées notamment à la défense, à l'éducation et à la santé. Cette histoire singulière ne doit pourtant pas nous tromper, comme l'explique Saskia Sassen dans son dernier ouvrage Expulsion. Ces crises que traverse le pays sont l'expression d'une tendance systémique plus profonde qui concerne toute l'Europe et plus largement, l'ensemble de l'économie globalisée d'aujourd'hui, celle qui, loin d'avoir pour objectif la maximisation de l'emploi et de la production,
cherche des solutions court-termistes vouées à renflouer une économie d'entreprise de plus en plus privatisée. Penser le cas grec comme un cas symptomatique et non spécifique, c'est donc penser sa pratique touristique non pas telle qu'elle s'exerce ou s'exercera à l'intérieur des strictes frontières hellènes, mais à une plus grande échelle, celle de chacun des territoires dont la France prit dans cette économie globale. Il s'agit enfin d'aller au-delà du bashing politique et médiatique dont la Grèce fait l'objet depuis 2009. Faut-il rappeler que la Grèce, parce qu'elle serait peuplée d'incapables, de magouilleurs, de fainéants voire de traîtres à l'Europe, s'est vue tour à tour menacée d'expulsion de la zone euro, de l'Union européenne et plus récemment de l'espace Schengen alors même que le problème grec est en réalité, comme le rappellent régulièrement les économistes du Nobel Joseph Stiglitz et Paul Krugman, un problème de croyance en l'idéologie, aveugle aux singularités de l'ultralibéralisme. L'objectif est ainsi de mettre en évidence le fait que l'Europe ne se joue pas uniquement dans les cénacles de ses institutions, mais qu'elle se travaille également à nos échelles humaines et individuelles, en ce sens que nous avons le choix d'œuvrer à l'émergence de notre propre sentiment européen et de travailler à l'exercice plus global d'un vivre ensemble à travers les rencontres que nous initions, notamment grâce au tourisme. Chapitre 1 – Est-ce indécent de partir en vacances en Grèce ? Je ne vois pas en quoi voyager dans un pays, fût-il en crise, est indécent. L'indécence est liée à un comportement dans une situation donnée, par exemple pour un touriste de dérouler tranquillement sa serviette sur le sable après le passage du tsunami pendant que les autochtones recherchent désespérément l'un des leurs. http://www.routard.com Voyager, partir de chez soi dans l'optique de découvrir un monde autre, n'est pas une chose facile à l'ère du tourisme de masse. C'est que les injonctions sociales avec lesquelles nous devons composer en tant que touristes sont non seulement nombreuses, mais qui plus est contradictoires à l'épreuve de la pratique. À l'impératif d'avoir à faire l'expérience de tous les incontournables d'une culture, de cette interminable liste des choses à voir absolument, pour lesquelles nous faisons trop longuement la queue, parfois dans la fatigue et souvent dans l'ennui, s'ajoute ainsi celui du plaisir et de la délectation inconditionnelle. Nous devrions, malgré la peine, l'effort et parfois l'inévitable déception, jouir de tout ce que le territoire étranger a à nous offrir. À cet autre impératif de l'authenticité, il faudrait que nous nous évertuions à sortir des 10 sentiers battus du tourisme pour entrer en relation plus sincère avec l'autre et découvrir l'envers de ces décors. S'ajoute aussi celui de la vigilance et du soupçon roublard d'autant plus persistant qu'il révélerait finalement les hautes compétences touristiques du voyageur qu'aucun autochtone ne saurait jamais arnaquer. Bref, comme l'explique Jean-Didier Urbain dans son ouvrage Le voyage était presque parfait, être un touriste en terre autre, c'est devoir et savoir naviguer entre une fringale d'inconnus, la quête d'aventure et d'expérience et une peur de la perdition, la perte du sens, à la fois directionnel et signifiant du voyage. L'enjeu de cette navigation est clair. Il s'agit d'éviter à tout prix de dévier vers les fumeuses contrées de ce drôle de territoire que l'auteur appelle l'Absurdie. Si la République tchèque est le pays des Tchèques et l'Amazonie celui des Amazones, explique Jean-Didier Urbain, l'Absurdie, pays de l'absurde, n'en est pas un en ce sens que son nom ne se réfère à aucun espace objectif, une géographie physique ou humaine. Il ne renvoie ni à un territoire délimité par des frontières naturelles ou politiques, ni à un peuple différencié par une culture, une histoire, une langue, une religion, un ordre social, une institution et autres caractéristiques identitaires. Pour autant, si elle n'existe pas, l'Absurdie n'est pas davantage un pays imaginaire ou de nulle part, comme la monarchique Sylvadie de Tintin, ou l'onirique pays des enfants perdus. Ni historique, ni légendaire, ni fantastique, ni fantaisiste, d'aucune de ces réalités, l'Absurdie n'est pas une contrée stabilisée par les faits, les mythes, le rêve ou la fiction. Ni nation ni État, elle est un état de conscience. L'Absurdie, en d'autres termes, est cet espace-temps qui peut surgir sans crier gare à n'importe quel moment de notre voyage, lorsque nous nous trouvons confrontés à une situation tellement absurde qu'elle peut provoquer chez le voyageur le désenchantement, la désorientation voire la panique et le besoin urgent de fuir. Elle est ce lieu et ce temps du non-sens, produit par l'œil et l'esprit du voyageur, lorsqu'une mésaventure touristique le déroute à tel point qu'il ne sait plus comment faire en terre inconnue. La crise, telle qu'elle sévit en Grèce actuellement et telle qu'elle a été médiatisée dès ses débuts, a très rapidement été perçue par les touristes comme une voie express vers cette étonnante absurdie.
Sur les forums du web touristique, les voyageurs sur le point de partir en vacances tentaient ainsi dès 2009 de mesurer les conséquences de la crise et de celle qu'on honnera du titre discutable de cure, à savoir l'austérité sur les services et infrastructures touristiques. Les grèves répétées vont-elles nous empêcher d'arriver à destination ? Les manifestations et leur violence vont-elles gâcher notre plaisir ? Devrions-nous réserver notre hébergement en avance, sachant que certains hôtels et pensions déposeront peut-être le bilan avant même que notre avion ait touché terre ? Bref, la crise, sa thérapie et leurs effets, sont-elles ou non les conditions parfaites d'un insuccès et d'un ratage total de notre voyage ? Si la majorité des craintes exprimées par les touristes étaient d'ordre matériel et pratique, certaines étaient toutefois d'une teneur autre. Elles ne cherchaient pas à savoir si l'absurdie avait des chances d'advenir à cette station-service, paumée parmi les chèvres au milieu de nulle part, qui n'aurait pas été ravitaillée en carburant depuis des jours et ne le serait pas avant une semaine. Elle ne cherchait pas non plus à savoir si l'absurdie surgirait au coin de la seule pharmacie, endettée, de cette île paradisiaque dont les stocks de médicaments seraient vides, et qui ne pourrait en conséquence rien faire contre cette satanée végétation vénérienne cueillie quelques jours plus tôt sur une plage au sable fin. Non, ce que ces craintes à la teneur autre tentaient de circonscrire, c'était le sens même d'un séjour touristique en Grèce, à l'heure où le pays vit au rythme d'une des pires crises de son histoire. Si l'absurdie, sur ses gardes et prête à bondir, rôdait sur le seuil du voyage, c'était donc moins parce que la crise pouvait éventuellement contrarier l'organisation du séjour, que parce qu'elle amenait les voyageurs à repenser les termes mêmes de l'équation touristique en terre de crise. Que faire de la misère et de la paupérisation des sociétés humaines lorsque l'on vient à leur rencontre dans le but de se délecter de leur culture, de leur paysage et de leur authenticité ? Peut-on concilier loisirs et misère ? Est-ce indécent ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.